C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. World champion representing France, Alors peut-être la Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Coucou les filles! Coucou! Hello! Bon merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on est avec Flavie Test. Alors j'espère que je n'écorche pas ton nom. C'est comme ça qu'on dit? Ok. Tout à fait. Alors, avant de commencer, on va t'introduire un peu. Déjà, tu as un parcours sportif et professionnel qui est assez bluffant. On dirait que tu as eu 1000 vies. Donc, tu es psychopraticienne, psychologue du sport. Tu travailles également en tant que préparatrice mentale. Donc, peut-être que tu voudras nous faire le distinguo entre toutes ces casquettes. Ouais. Une des dernières lignes de ton CV de formation que j'ai déniché sur LinkedIn, c'est un DU sur la prise en charge des troubles alimentaires que tu as fait à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Mont-Terre-Terre. Voilà, représente. Je sais que c'est pas la seule casquette professionnelle que tu as et que tu as eue, parce que nous, on s'est rencontrés via l'organisme de formation Transfert. Quand justement j'ai pris une formation chez eux, j'ai eu affaire à toi et du coup c'est comme ça qu'on a échangé en tout cas sur des problématiques liées à la femme. Donc c'était vraiment un super rencontre. Donc ta carrière sportive suit la même dynamique parce que tu as commencé la gymnastique, tu as fait de la gymnastique acrobatique et tu as même fait partie de l'équipe de France cadette, me semble-t-il, et tu as même participé à des grandes compétitions internationales. Mm-hmm. Des barres asymétriques à la barre d'haltérophilie, il faut croire qu'il n'y a qu'un pas, ou peut-être quelques plates de 10 kilos, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu t'es illustré récemment au championnat de France Élite Senior avec une belle 3e place dans ta catégorie. Donc félicitations à toi pour cette saison. On Merci. Est très très contente de t'avoir au bout du micro. Et du coup, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ta carrière de multipotentiel? Alors oui, on a oublié un dernier point qui est mon poste actuel, puisque oui. Du coup je suis aussi commerciale, ou plutôt business développeur. Donc effectivement aujourd'hui j'ai trois grosses casquettes avec lesquelles j'avance tous les jours. Donc comme tu l'as dit, il y a ma casquette de sportive qui me prend quand même pas mal de temps. C'est totalement amateur, hein. Je suis pas rémunérée pour ma pratique, c'est seulement une passion. Après, j'ai la casquette de préparatrice mentale, psychopraticienne, où là justement j'interviens sur le côté sportif et sur le côté troubles alimentaires. Et à côté, du coup, l'autre casquette de commercial, business développeur, où effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés, je travaillais avec la structure Transfert, qui était un organisme de formation, et aujourd'hui je travaille pour une autre entreprise avec un rôle qui est assez similaire, mais voilà, avec quelques différences malgré tout. Okay. Donc voilà. Et franchement, bravo, c'est un parcours qui est vraiment hyper intéressant. Oui, c'est un parcours en tout cas qui prend beaucoup de temps, beaucoup de place dans une semaine, et c'est vrai que ça demande une grosse organisation. Mais ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui j'avance dans une vie épanouie et aussi en tant que femme parce qu'il y a le côté sport mais aussi le côté femme et ça n'a pas de prix, donc aujourd'hui ça va. On est super contente de te savoir aussi épanouie. Tu nous partageras peut-être 2-3 conseils d'organisation pour toutes ces casquettes. Ok. Pas de souci. Alors, petit retour sur ta carrière sportive. Est-ce que tu peux revenir sur les années gymnastiques? Est-ce que tu acceptes de revenir sur ces années-là? Oui, bien sûr. Alors, du coup, donc moi, j'ai commencé la gym dans un petit club, dans une municipalité, parce que je viens de la Drôme, dans un petit village de à peine 200 habitants.
Et j'ai toujours été une petite fille très dynamique, très rêveuse, très créative. Et en fait, mes parents m'ont mis dès mes 3-4 ans, je dirais, même 3 ans, parce que je suis de fin d'année. Ils m'ont mis à la gym, au cirque, à la danse, au théâtre, à l'art plastique. Donc tous les soirs, en fait, j'avais une activité, toujours en éveil. Et en fait, il s'avère que la gym, j'étais quand même plutôt à l'aise. Et puis j'étais souple, j'étais déjà assez tonique pour mon âge. Et du coup, on a fait des stages de gym, j'ai fait des stages de cirque aussi. Et il s'avère que à partir de ma 6e, je commençais un peu à m'ennuyer. Et en fait, malheureusement, habitant à la campagne, les premiers clubs de gym étaient très loin de la maison. Donc du coup, ma mère m'a amenée tous les mercredis et tous les samedis dans la ville la plus proche pour que je puisse évoluer sur le côté gymnastique. Et en parallèle, j'ai fait l'école du cirque aussi. Ça, c'est quelque chose que je parle pas trop, mais j'ai fait l'école du cirque aussi en parallèle de la gym pour, on va dire, assumer, développer mon côté créatif. Et l'école du cirque, justement, m'a permis de m'orienter plus vers la gymnastique acrobatique que la gymnastique artistique, parce que la gymnastique artistique, c'est quand même un domaine qui est très peuplé. Il y a beaucoup de gymnastes actuels et faire sa place, c'est pas simple, surtout que vu que j'ai commencé tôt, mais assez tard dans le haut niveau, les places étaient déjà bouchées, hein, clairement. Donc du coup, c'est vrai que en fait, j'ai basculé sur un autre type de gym, alors qui est pas forcément plus accessible parce que le niveau est quand même très élevé, mais en tout cas qui me correspondait plus. Et donc du coup, où j'ai pu utiliser mes qualités physiques plus facilement. Donc du coup, donc j'allais au club de gym de Cré, donc la ville de Cré, qui est toujours dans la Drôme. Et un jour, je dis à ma mère, maman, moi je veux faire du haut niveau, je veux vraiment faire quelque chose dans la gym, je veux être une championne et tout. Et je vois que parce que le site de la Fédération française de gym, c'était le site que je regardais tous les jours. Et je vois qu'il y avait un test un pré-Paul pour je crois que c'était pour les 11 ans, 10-11 ans. Et du coup, je dis à ma mère, j'ai envie de le faire. Sauf que en fait, moi, je suis une fille qui, voilà, encore une fois, qui vient de la campagne, qui m'entraîne du coup dans un vrai club 2 fois par semaine, et à côté, je fais du cirque. Donc bon, c'est un peu prétentieux de se dire que je peux faire du haut niveau, mais du coup, ma mère, elle me dit, ok, sachant que ma mère m'a toujours soutenue, mais s'est toujours montrée très distante de ma pratique parce que c'est pas trop son domaine. Ma mère est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus dans les études, on va dire. Et du coup, j'en parle à ma coach de gym. Et ma coach me dit ok, vas-y, moi je te prépare, on y va. Mais par contre, ça va être des entraînements à la maison, ça va être du renforcement, etc. Pas oublier qu'à ce moment-là, j'ai que 11 ans, donc c'est déjà une certaine rigueur qu'on me demande. Et pour faire l'école du cirque, j'étais à l'internat. Donc déjà, j'étais en dehors ma mère m'amenait à la gym et venait me voir, mais j'étais aussi à l'internat. Donc très tôt à l'internat, et donc beaucoup de responsabilités très jeune. Et du coup, moi, je me mets à fond. Je me rappelle, j'avais une copine qui jouait du piano dans ma chambre d'internat. Du coup, elle jouait du piano pendant que moi, je faisais mes exercices de gym. Enfin, c'était vraiment super. Et du coup, là, je me présente au test. Donc, c'était Aix-les-Bains, au Pôle France de gym aérobique, du coup. Ok. Ouais, parce qu'en fait, j'étais prête à faire du haut niveau, quelle que soit la gymnastique, en fait. Donc, je me dis, en fait, allez, je fais ça. Et donc, du coup, les tests, très durs. Je me rappelle, fallait faire des pompes, des tractions, des sauts gymniques que moi, j'avais
travailler, mais où j'étais pas excellente là-dedans. Et il y avait tout l'aspect chorégraphique aussi, où là, pour le coup, c'était mon point fort, tout l'aspect salto et tout ça, je maîtrisais bien ce sujet-là. Et du coup, donc c'était 2 jours de test, et le lendemain du test, donc c'est le moment de l'entretien avec le responsable du pôle, qui est censé à ce moment-là nous dire si on est accepté en pôle ou pas. Ok. Et du coup, donc l'entretien se passe. Ma mère était avec moi. Donc je rappelle que ma mère ne connaît pas du tout le monde de la gym, et que en vrai, pour elle, faire un grand écart, un salto, bon, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, voilà. Et l'entraîneur, donc le responsable du pôle, qui s'appelle Christophe de Vilaine, c'est une personne qui a joué un rôle assez important pour moi, peut-être un déclencheur finalement. Me dit, moi, je peux pas te prendre, Flavie, parce que en fait, t'as trop de retard au niveau cardio, etc. Mais par contre, j'ai jamais vu une petite fille autant déterminée. Il me dit, franchement, Flavie, t'es une graine de championne, il faut pas lâcher. Et là, moi, je me mets à pleurer, je me dis, bon, c'est terminé, parce que on répète quand même souvent qu'une carrière de gymnaste, c'est précoce, et je sais que, à 11 ans, voilà, mes chances d'évoluer sont, dans le haut niveau, en tout cas, sont moindres. Mais il me dit, pour me rassurer, il me dit, je trouve quand même que t'as des fortes qualités gymniques, et j'aimerais te voir dans la gymnastique acrobatique. Alors moi, en fait, je me dis, ouais, c'est plutôt une bonne idée, parce que venant du cirque aussi, j'ai déjà fait des pyramides, tout ce qui est musicalité, je connais, donc c'est parti, quoi. Donc il me met en relation avec le Pôle France de Bois-Colombes, où je monte faire des tests à Paris, avec ma mère toujours, qui m'accompagne. Et en fait, les tests se passent bien. Donc, me voilà acceptée en pôle. Sauf que, gros problème, pas de famille d'accueil, puisque à l'époque, il fallait une famille d'accueil. Donc, mes parents habitant dans la Drôme et le pôle étant à Paris, ils n'allaient pas déménager pour moi. Et du coup, vu que mon profil plaisait quand même vraiment, ils m'ont trouvé une place sur Antibes, au Pôle France d'Antibes, où du coup là j'ai commencé vraiment le haut niveau et ma carrière de gymnaste, où j'ai pu faire justement des grosses compétitions internationales pour ma catégorie d'âge. Donc la catégorie c'était 11-16 ans. Donc la gymnastique acrobatique, c'est une gymnastique qui se fait en duo. Donc j'étais avec Anita, une petite qui était franco-russe, et après avec une autre petite fille qui s'appelait Chloé. Et franchement, j'ai vécu vraiment une super expérience humaine dans le haut niveau, malgré la difficulté que le haut niveau requiert, puisque c'était environ 35 heures de gym par semaine, plus l'école. Ouais. Et avec une exigence quand même de résultats, puisque des filles qui veulent rentrer en pôle, il y en a. Et par contre, des filles qui sont douées sportivement et intellectuellement, il y en a un peu moins. Et c'était important, en tout cas pour eux, d'avoir l'élite, en fait, et d'avoir des jeunes filles intelligentes. Donc, on avait aussi une pression sur les cours. Ok. Donc, voilà un petit peu par rapport à ma carrière de gym, qui s'est terminée malheureusement pas sur une très bonne note, puisque je suis tombée malade. Je suis tombée gravement anorexique, ce qui a arrêté ma carrière peut-être un peu brutalement, puisque j'ai atteint un point à un moment donné de non-retour, où manger était devenu compliqué pour moi, et les entraînements aussi. Donc en fait, il y a un jour où je suis rentrée dans le gymnase et je commence à faire le footing de décrassage, on va dire, pour me mettre un peu en train. Et je fais mon premier salto avant, et là je tombe sur les fesses, je me relève, je dis à ma coach, j'arrête la gym, c'est terminé. Et j'ai arrêté la gym comme ça. Wow.
Ok. Ouais. Aussi déterminé que tu l'as commencé finalement. Et ouais, c'est Wow. ça. Je l'ai arrêté parce que en fait, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai vraiment une passion pour la littérature et autant de la lire que de l'écrire. Et je me rappelle que j'écrivais déjà, allez, je vais jusqu'au championnat d'Europe pour ne pas abandonner Chloé, donc ma partenaire. Et après, j'arrête. Et en fait, en écrivant ça, j'étais déjà en train d'arrêter dans ma tête. Et le corps, en fait, à un moment donné, il y a eu une coupure. Et c'est surtout que par rapport à l'anorexie, je me voyais maigrir. Je descendais j'ai descendu mon poids jusqu'à 43 kilos pour 1m65 à l'époque. Donc j'étais très musculeuse, mais très sèche. Et oui. Et pour le coup, même cognitivement parlant, j'avais d'énormes trous de mémoire. J'étais vraiment malade, vraiment. Donc voilà un petit peu la fin de la gym. Il a fallu derrière, après, toute une période de convalescence que j'ai su trouver dans un autre sport. Malgré le fait que finalement il a fallu aussi prendre un temps off au niveau sportif, et ça je pense qu'on y reviendra après, pour me soigner totalement en dehors de mon identité sportive, qui était finalement ce qui me désignait à cette époque-là en fait. Bah du coup, je vais y revenir tout de suite, si ça t'embête pas. Non. Parce que évidemment, c'est un sujet pour beaucoup de sportives qui ont des désordres alimentaires, voire des troubles alimentaires, voilà, jusqu'à grave. Et c'est effectivement un sujet qui est compliqué à aborder dans le sens où quand elles se définissent, quand elles ont une identité athlétique qui est très forte, ben malheureusement elles ne se définissent que par ce prisme-là et elles ont beaucoup de mal à investir le reste et c'est essentiel en fait, je le répète, mais la guérison des troubles alimentaires ou des désordres alimentaires ne se fait pas tant que ce point-là n'est pas rétabli, j'ai envie de dire, enfin, tant qu'on ne retrouve pas un rapport apaisé vraiment à l'activité physique, il y aura toujours une partie qui sera toxique en fait. Et alors j'ai aussi vécu l'anorexie. On n'en a pas parlé en privé, mais j'ai eu un arrêt aussi de l'activité physique, évidemment. Et ça a été, oui, très dur, mais c'est un moyen justement de retrouver qui on est en dehors de ça. Et je sais pas si c'est ok pour toi de nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi et si finalement, tu vois, est-ce que la gymnastique était quelque chose pour toi? En gros, est-ce que c'est vraiment l'environnement de la gym qui a participé au déclenchement de tes troubles alimentaires? Ou est-ce que tu penses que c'est plutôt le haut niveau dans la gym? Enfin, tu vois, est-ce que ça a été ton image corporelle en tant que compétitrice ou en tant que praticienne juste de la gym? Oui. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté la gym, pour moi, c'était la gym qui m'avait fait devenir anorexique. Aujourd'hui, avec un travail sur moi et une prise de recul, parce que malgré tout, j'ai arrêté la gym en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans, ce qui me semble assez incroyable. J'en parle toujours avec des frissons parce que c'est quand même ce qui m'a construit aussi. Il y a eu la phase aussi identitaire, c'est-à-dire que j'étais dans ma période d'adolescence où justement j'avais un appareil dentaire, j'avais une peau avec beaucoup d'acné. Il y avait donc toute l'apparence que je renvoyais, le côté légitime de me dire mais est-ce que vraiment j'ai ma place dans le haut niveau, parce que encore une fois j'ai pas eu un parcours pour rentrer dans le haut niveau qui était très simpliste. Je suis passée par plusieurs chemins pour arriver à cet objectif. Il y a ce côté-là, et puis il y a le côté de l'adolescente en fait qui
dans l'adolescence, j'ai déjà dit, il y a le côté aussi où j'étais un petit peu différente intellectuellement, parce que déjà j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais quelqu'un de très renfermé, quelqu'un d'assez insociable clairement, et le haut niveau m'a un peu confortée là-dedans, puisque quand on est dans l'environnement des sportifs de haut niveau, j'étais à l'internat des sportifs de haut niveau, donc le CREPS, on n'est que entre sportifs. Et en fait, pour moi, la vie des autres, elle n'avait pas d'intérêt, elle n'avait pas de sens. Pour moi, je me disais, mais c'est des gens qui sortent, qui font la fête, etc. Et je me sentais pas non plus comprise par les gens extérieurs du sport. Et les gens dans le sport, j'avais l'impression qu'ils me comprenaient pas non plus. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais une thérapie, que je continue toujours d'ailleurs de faire, et on me diagnostique au potentiel, donc HPI, avec un doute de l'autisme en fait. On pense qu'à ce moment-là, je suis autiste Asperger en fait, parce que un rien me déstabilisait, un peu trop de lumière, des bruits, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis bon. Finalement, en fait, je suis normale, normale. Je suis normale dans ma normalité, plutôt. Et du coup, en fait, j'ai compris que mon souhait de maigrir, c'était aussi mon souhait de disparaître un petit peu de ces cases dans lesquelles on me mettait. Et ça a été peut-être quand j'ai compris pourquoi j'agissais ainsi. En fait, j'ai compris aussi pourquoi j'étais en train de me rendre malade. Et c'était une façon de disparaître, mais aussi forcément en disparaissant, d'exister. C'est assez paradoxal, mais les gens remarquaient. Je me rappelle plusieurs fois, on me disait, mais Flavie, je mettais des pantalons, je sais pas, en taille 34, je nageais dedans, quoi. Et le personnel du CREPS, les personnes de l'entretien avec qui je m'entendais bien, parce qu'en plus, pour le coup, c'est des personnes qui ne me jugeaient pas au niveau de ma performance ni rien, c'est vraiment les femmes de ménage qui me parlaient comme ça. Elles me disaient, mais waouh, mais tu vraiment, t'es devenue maigre, tu perds du poids. Et moi, en fait, quand on me disait ça, j'étais hyper contente de me dire, ouais, trop cool, en fait. Enfin, des gens qui sont en train de prendre soin de moi et de me regarder en tant que Flavie et pas en tant que élève, pas en tant que gymnaste, pas en tant que futur médaillé, mais vraiment en tant que moi. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, mes parents sont plus ou moins inexistants, parce que je suis à l'internat et que moi je le cache aussi volontairement. J'envoyais pas de photos de mon corps, j'envoyais très peu de photos de vidéos de la gym, donc finalement ils me voyaient pas. Et pour eux, ils se basent seulement sur mes dires qui sont l'entraînement ça va, ou c'est dur, mais pas sur en fait j'ai pas mangé de repas de la journée, ou j'ai juste pris un café vanille à la cafétéria du lycée, quoi. Parce que à un moment donné c'était mon seul repas, donc voilà, c'est vrai que pour moi, donc pour revenir sur le sujet, l'anorexie a été déclenchée certes par les exigences du haut niveau, parce que on avait des choses malsaines autour du poids. Aujourd'hui, je n'ai pas de honte à le dire, mais il y avait des pesées surprises devant tout le monde, des pesées où il fallait, tiens, tu es en train de faire ton footing, tiens, tu viens de peser, et puis faut pas dépasser un certain poids. Des réflexions sur si tu étais un peu plus légère, ça tu verrais, ça serait moins difficile pour toi. Quand on te tient à dire, tu vois, tu commences à avoir de la cellulite, à ne pas boire parce que l'eau fait grossir. L'eau fait grossir. Ouais. Celle-là, les... ouais, pas mal. Je l'ai entendu plusieurs fois, ouais. Et c'est vrai que c'est finalement une vision de l'alimentation qui a été vachement biaisée par un environnement en plus qui était assez antinomique, puisque à la gym c'était très strict, et après au CREPS on avait des frites, on avait des aliments connotés comme un peu moins sains,
Alors que bon, du coup, Ouais, vous êtes au crêpes, quoi. Voilà, au crêpes. Donc déjà, comment tu fais pour manger sainement sainement, manger comme tes entraîneurs te le préconisent, sachant que en fait t'es pas à la maison, donc tu peux pas te faire ce que tu veux. Donc si par exemple il y avait steak frites, clairement c'était la moitié d'un steak et puis c'était tout, quoi, en fait. Donc moi ça m'a créé des désordres même de vraiment psychique, hein. Je m'étais mis à voler les barres céréalières de mes copines de chambre. J'étais vraiment devenue un peu vraiment malade. Plus encore une fois la période dans laquelle j'ai évolué, l'adolescence, où par définition l'adolescence est une période qui est pas forcément très agréable, parce qu'on va se chercher aussi, on va chercher nos limites. Il y a le corps qui évolue. Et pour le coup, avec Manon, on pourra y revenir dessus, ou Barbara aussi, mais moi, j'ai eu mes règles très tard, un SOPK, et actuellement une endométriose. Donc, au niveau hormonal, on y est bien, avec des règles, pour le coup, très, très tardives, puisqu'elles sont arrivées à mes 18 ans. Donc, tu m'étonnes en même temps. Donc, voilà, avec avec énormément de désordre. Donc c'est vrai qu'un corps qui se développe et un esprit qui se développe dans un milieu, pour le coup, qui n'est pas sain, entre la pression de résultats, la pression scolaire, la pression de l'individu, de qui nous sommes, et ce qui m'a permis peut-être de rester, on va dire, pas en bonne santé, parce que je l'étais clairement pas, mais on va dire en vie, ouais, clairement en vie, parce que il y a eu des tentative de suicide malgré tout. C'est mon suivi avec mon psychologue. Mon psychologue a toujours été d'une oreille exceptionnelle, et aujourd'hui j'ai toujours des contacts avec lui, et ça fait maintenant plus de 12-13 ans qu'il me connaît, et alors volontairement je me fais plus suivre par lui parce qu'il me connaît trop, pour le coup, et j'avais envie de renouveau, etc. Mais c'est lui qui m'a permis d'avoir des espaces d'échange, et des espaces libres, pour que je puisse parler de tout ce que je ressentais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y a aussi l'époque un peu des garçons, il y a l'époque finalement de l'adolescence qui se développe. Donc c'est compliqué après d'arriver à se positionner quand on a tout autour de nous qui n'est pas stable, en fait. C'est clair. Donc ouais, c'est un vrai challenge. Une personne ressource, carrément, ouais. Voilà un petit peu pour l'anorexie qui a été aujourd'hui, pour moi, je dirais que ça a été formateur pour moi, parce que aujourd'hui j'en fais mon métier, c'est-à-dire que j'aide les gens, j'aide les gens à se sortir de ces troubles alimentaires, et aujourd'hui j'ai une connaissance de mon corps qui est parfaite, ça serait ambitieux de dire ça, mais en tout cas qui est très proche, je pense, de la réalité, et je suis à l'aise avec mon corps alors que j'évolue dans un sport à catégorie de poids. Donc ça a été un gros challenge, parce qu'il y a eu des tentatives, hein, on en reparlera, mais quand j'ai commencé l'haltéro, de retomber dans un sport à catégorie de poids, je pensais que c'était la clé pour m'en sortir, mais non, ça n'a pas été du tout la clé, ça a été au contraire un élément qui a renforcé mon anorexie, et c'est justement après que j'ai tout arrêté, quoi. Parce que du coup, effectivement, merci déjà de nous partager cette intimité-là avec autant de sincérité, parce que c'est des témoignages qui sont importants, qui sont peu diffusés. Donc déjà, merci vraiment de nous déposer ça ici. Et t'arrives à en faire quelque chose de vertueux au final, en essayant d'aider les personnes qui traversent peut-être ça quelques années, peut-être à la même période que toi tu le traversais. Donc c'est waouh, très puissant. Aujourd'hui, avec du recul, moi je suis une personne très discrète, c'est-à-dire que même si j'ai mon LinkedIn que j'essaye de développer pour mettre en avant ma casquette de sportive et de salariée, on va dire, pour le coup, tout ce qui m'a construit au niveau de l'anorexie, etc., j'en parle assez ouvertement aujourd'hui, parce que j'estime que ça fait partie de moi et que c'est ok aussi d'avoir vécu ça,
Et pour le coup, des fois, je repense à qui j'étais il y a 10 ans en arrière. Je me dis, en fait, c'était une Flavie qui souffrait énormément. Et cette souffrance-là, en fait, j'ai travaillé énormément dessus pour en faire aujourd'hui qui je suis. Et j'ai toujours dit que même si j'arrivais pas à réussir mon objectif sportif, parce que j'ai des rêves aussi comme tout le monde, au moins j'aurais peut-être pu inspirer des personnes qui sont dans cette situation-là, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de simplicité, parce que en fait ça fait partie de la vie, et si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres filles. Et c'est pas quelque chose pour le coup que j'expose énormément. J'ai pas de réseau social, sociaux. J'ai pas Instagram par exemple, aussi parce que quand j'étais dans l'anorexie, j'avais un compte Instagram à ce moment-là. J'avais peut-être 7 ou 8 000 abonnés qui me suivaient par rapport à la gym et tout. Donc pour moi c'était une façon d'exister. Mais quand j'ai pris conscience que ces gens-là, en fait, déjà étaient là pour mes performances gymniques. Et puis moi j'étais très fière d'avoir des abdos hyper dessinés, etc. J'étais très fière de montrer que j'avais beaucoup de muscles, etc. Et quand j'ai commencé ma période on va dire de guérison, j'ai pris du poids forcément. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon compte Instagram. Parce que je voulais me protéger de ça, et je voulais surtout me protéger des comparaisons, parce que je me comparais beaucoup. Et aussi voir des autres filles de la gym évoluer, alors que moi, j'étais clairement pas en train de faire de la gym. J'étais en train d'être dans ma chambre à ne pas pouvoir sortir, parce qu'à un moment donné, je pouvais même plus sortir de ma chambre. Ça a été une période compliquée, et du coup j'ai dit je vire Instagram, je vire Snapchat, je vire tout ça, parce que j'avais besoin d'exister réellement, et plus à travers aussi les réseaux, quoi. Super courageux de ta part. Ouais. Et lucide. C'est ça, parce que à l'âge que tu avais, tu vois, ça déjà même des personnes qui sont beaucoup plus âgées n'ont pas ce recul-là de se dire ok, c'est toxique pour moi, donc en fait il faut vraiment que je prenne du recul par rapport à ça. Mais effectivement, les réseaux, c'est une vitrine. Et quand tu te places en tant que comment dire, une belle image corporelle, enfin en tout cas qui correspond aux standards de beauté, aux standards de beauté aussi des sports esthétiques, forcément ça plaît, et il y a des gens aussi qui se comparaient certainement à toi, mais toi tu pouvais peut-être pas aller dans l'évolution et dans le fait de laisser derrière toi ce corps-là finalement. C'est ça. Et puis il y avait, je voyais ce que les autres personnes mangeaient. Je voyais, voilà. Et c'est beaucoup de triggers quand même. C'est ça. Et en fait, moi j'étais au milieu de ça. Et puis déjà j'y passais beaucoup de temps. Mais vu que j'étais quand même quelqu'un d'assez insociable et quelqu'un qui avait beaucoup de mal à me mélanger, c'était aussi pour moi, j'avais l'impression d'avoir plein d'amis et plein de gens en fait qui existaient. Sauf que, en fait, quand je me suis retrouvée seule, quand j'ai arrêté la gym, quand j'ai arrêté le sport, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ces gens-là, ils n'étaient pas à côté de moi, quoi. J'étais vraiment sans eux. Et du coup, j'ai fait une petite détox digitale. Et aujourd'hui, du coup, j'ai toujours pas Instagram. Aussi pour me protéger, j'ai un compte pro avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Justine Boulier, qui est diététicienne, où on a monté notre compte qui s'appelle Trust Your Body. Justement, on aide les personnes avec les troubles alimentaires, avec une vision un peu holistique de l'accompagnement. Mais voilà, ça reste un compte, on a 200 abonnés, enfin même pas 200 abonnés. Moi, ça me permet d'être un peu à jour aussi sur ce qui se passe au niveau des TCA et des nouveautés, et malgré tout d'avoir un peu un contact avec l'haltéro, la gym, etc.
mais ça m'a demandé beaucoup de temps et de travail. Elle pourrait en témoigner sur ok, on crée un compte et moi j'y ai accès. Parce que pour moi, ça a été vraiment Instagram assez destructeur. D'accord. Parce que même encore une fois, à l'adolescence, c'est le moment où les garçons draguent, etc. Moi, j'avais un petit peu de succès, alors je le mets entre guillemets, donc quelques marques voulaient travailler avec moi, donc ça faisait encore une chose en plus à gérer. Sauf que moi, tout ce qui était code promo, etc., je me disais, mais je suis pas du tout légitime de donner des codes promo à des gens qu'ils achètent, alors que l'argent va me revenir. Enfin, je trouvais ça hyper malsain. Donc, du coup, j'ai dit, allez, j'enlève. Et je l'ai fait du jour au lendemain. Et je me rends compte que mes décisions sont assez brutales. Je pensais à ça, effectivement. Je dis, on a déjà entendu ça quelque part. C'est ça. C'est assez brutal, mais c'est des décisions qui me permettent, enfin, qui m'ont permis surtout, en fait, c'est une décision que je prends jamais sur le moment. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit énormément en amont dans son coin et qui prend la décision quand elle sent que c'est assez mûr pour la prendre. Ouais. Mais un travail derrière, c'est pas précipité, c'est pas juste ça t'a pété comme une envie. Ouais. Voilà, c'est mûrement réfléchi, quoi. Okay. Exactement, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est une fois encore assez vertueux parce que du coup, avec ce compte, ça te permet aussi d'impacter des gens et de partager ton histoire et de pouvoir diffuser autour de ça. Même. Ouais, chapeau. On partagera ça, on mettra ça en barre d'épisode. Ouais, bravo à vous deux pour cette démarche. Je voulais revenir sur ta transition avec l'haltérophilie. Ouais. Est-ce que du coup, tu es passé de la gymnastique à l'haltérophilie ou tu as transité par un autre sport ? Alors, du coup, donc en fait, quand j'ai arrêté la gym, on m'a dit si tu veux rester dans le cursus sportif de haut niveau, donc CREPS, le lycée aménagé, il faut que tu trouves un autre sport. Sauf que moi, je me dis, mais là, comment je peux trouver un autre sport ? Je suis quand même malade. Mais d'un côté, je me dis, trop bien, c'est trop une opportunité pour moi de pouvoir continuer ma carrière de haut niveau. Et là, je vais voir le directeur des sportifs de haut niveau qui gère la scolarité. Donc, en gros, un petit peu le gendarme des notes, voilà, qui suit notre parcours scolaire et sportif, parce que pour le coup, on peut être très bon à l'école, mais si on n'est pas bon dans les disciplines, c'est la porte, quoi. Tu restes pas non plus, ouais. Voilà. Donc, du coup, je vais le voir, j'ai un rendez-vous avec lui, et puis il me dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais je te vois bien dans l'haltérophilie. Moi, je me dis, non, mais d'un sport esthétique à l'autre, tu te dis, ouais, c'est des gens rien en commun par. Non, mais exactement. Et là, il me montre une photo d'une fille qui s'appelle Anaïs Michel, qui a une moins de 48 kilos, qui était en équipe de France, qui a fait les Jeux Olympiques en 2021, du coup, à Tokyo. Et c'est une fille qui est petite en taille, musculeuse, vraiment musculeuse, pas bodybuildée, mais quand même dense. Et il me la montre en train de faire une barre d'haltérophilie. Et moi, je me dis, non, mais jamais je vais faire ça, en fait. C'est pas possible. Et puis, je lui dis, puis j'ai pas envie d'avoir des grosses cuisses, j'ai pas envie d'être trop massive. Encore une fois, l'image du corps qui revient d'emblée. Et du coup, il me dit, mais essaye, et tout. Bon. L'avantage, c'est que quand on fait partie d'un CREPS, on peut naviguer, surtout dans les CREPS sud, qui sont reliés, on peut naviguer d'un CREPS à l'autre. Et il s'avère qu'au CREPS de Aix-en-Provence, il y avait un pôle d'haltérophilie. Donc du coup, je vais un jour au CREPS d'haltérophilie. Donc j'y vais un peu sans. Je me rappelle, j'y vais en t-shirt, tenue de gym, clairement. T-shirt. La fleur au fusil. À deux doigts de mettre le jusqu'au. La magnésie. Voilà. C'est le seul point commun de l'haltéro et de la gym, c'est la magnésie en fait. La magnésie, ouais. Il y en a d'autres. Ah. Mais oui. Mais du coup, donc je vais faire ma première séance d'haltéro. Donc déjà, je vais dans un milieu très masculin, déjà avec des garçons, parce que c'est un pôle France masculin. Okay. Alors que moi, par rapport à la gym, tu sais, dans un milieu de filles en fait. Ah ouais. Donc moi, j'y vais, les cheveux hyper tirés, en mode chignon, enfin voilà, tenue de gym quoi.
Et du coup, je rencontre la coach de là-bas, donc c'était une entraîneur nationale, ça s'appelle Swad Dinar. Elle vient me chercher à la gare de Aix et puis elle me demande voilà, est-ce que j'ai déjà fait de l'haltéro. Alors moi je dis non, j'ai juste fait de la muscu quand je faisais de la gym, mais de la muscu gym quoi, donc c'est des abdos, c'est des pompes, voilà, des trucs comme ça. Et du coup elle me dit mais t'inquiète, les gymnastes généralement elles se débrouillent vachement bien dans ce type de sport et tout. Et donc j'ouvre la porte du Krebs, enfin de la salle au Krebs, et là donc je vois des garçons avec des cyclistes hyper troués, parce qu'il faut savoir qu'en haltérophilie on trouve pas mal les cyclistes. Donc les cyclistes, hein, c'est des pantacours moulants, on va dire. Ouais. Et du coup, moi je me dis non mais ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des pantalons normaux. Enfin, il se passe quoi là? Et du coup, en fait, elle me montre donc l'haltérophilie, je m'échauffe et tout ça. Et en fait, il s'avère que sur la première séance, je réussis tout ce qu'elle me demande de faire. Donc, je fais un premier arraché, je fais un premier épaulé jeté, je fais des squats. Enfin, en fait, tout se fait naturellement pour moi. Oui. Et du coup, en fait, elle me dit que c'est vraiment super. Et d'emblée, elle me dit, tu sais, là, en faisant 95, je crois que c'était ça, 95, donc arraché plus épaulé jeté, dans ta catégorie de poids et d'âge, tu peux faire les championnats de France. Et du coup, moi, elle me dit ça. Et là, je me dis, en fait, ok. Donc, là, le côté un peu pervers du truc, c'est que je sais que le haut niveau m'a rendu malade et l'environnement dans lequel j'ai évolué. Je peux juste te poser une question par rapport à ça. En fait, moi, ce qui me questionne, c'est est-ce que les entraîneurs, ils se rendaient compte de ce que tu traversais? Parce que du coup, ce qui te fait arrêter la gym, t'es dans une période quand même extrêmement précaire. Tu le dis toi-même, tu te considères comme malade. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que dans ce que tu nous partages là, j'ai pas l'impression qu'il y a un entraîneur ou un staff médical qui t'accompagne dans ça et qu'on te fasse transitionner dans un sport à catégorie de poids. Ça me paraît un peu lunaire, tu vois? Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que tu cachais? Qu'est-ce qui se passait? Alors, le cachet, c'était compliqué parce que pour le coup, j'étais vraiment, vraiment fine. Mais ce qui me sauvait, c'est que habillée, on se disait juste, c'est une fille qui est mince. Parce que j'étais quand même un petit peu musclée. Donc, le muscle, voilà, j'avais des muscles. Donc, ça allait. Maintenant, nue ou en brassière, j'avais les os du bassin. J'ai un petit bassin très, très fin. Un bassin très osseux. Même les omoplates, les coudes, donc j'avais quand même des endroits assez stratégiques pour le corps médical qui pouvait se rendre compte que j'étais quand même souffrante. Mais en fait, à ce moment-là, eux se sont dit, en fait, c'est passager et elle va se remettre dans du haut niveau et ça va passer. Ouais. Sauf que ils se sont pas rendus compte de la gravité dans laquelle j'étais. Non. Et donc, du coup, moi, quand on me repropose un projet de haut niveau derrière, les championnats de France, c'est pas forcément du haut niveau, mais en tout cas, ça restait quand même les France élites chez les jeunes, etc. Je me dis, feu, en fait, c'est un super projet, je vais pouvoir m'en sortir. Et puis, il y a ma petite voix de l'anorexie qui me dit, attends, trop cool. Là, t'es en moins de 53, parce que j'avais repris un peu de poids. Moins de 53 kilos, je pesais 50, les catégories, c'est moins de 48, moins de 53. Donc, quand j'ai commencé l'haltérophilie, je pesais dans les alentours des 48 kilos. Et moi, je me dis, en fait, trop bien. Avec 95, je peux faire les championnats de France. Avec 100, je peux faire les championnats d'Europe en moins de 48. Donc, trop bien, en fait. Tapis rouge pour perdre encore un peu de poids et pour convaincre le fait à des nouvelles personnes, ou des personnes qui ne me connaissent pas, qu'il faut que je perde du poids. Pour moi, c'était l'idéal, en fait. Donc, je tombe un peu amoureuse, entre guillemets, de la discipline, parce que je me rends compte que je suis douée dans ce sport. Et je signe dans un club à Saint-Marcelin, mon premier club, dans l'Isère. Et je connais bien Saint-Marcelin. Ah ouais? Ah bah oui, je suis de Saint-Étienne. Ah bah ouais. Saint-Marcelin, le fromage. C'est ça. Du coup, c'est ça. Je connais que le fromage, moi. Et du coup, il y a un soir, donc je fais mon stage, et il y a un soir, je suis avec un entraîneur,
qui s'appelle Daniel Menoni, et je fais 100 au total. En fait. Ah ouais, solide. 100, et là, t'es à 100, quel âge du coup? Là, j'ai 16 ans. Ouais, ok. Ouais, 16 ans. Donc à l'aube des seniors, ouais. De quoi Alors, quand même senior, c'est 20 ans en haltérophilie. Ah oui, ok. Ouais. Et du coup, je fais 100 au total. Et en fait, on me dit, en gros, tu fais ça en compète, t'es qualifié au championnat de France. Sauf qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai même pas un mois d'haltérophilie, en fait. Hein. J'ai à peine 3-4 semaines, quoi. Ah ouais. Et donc, du coup, je fais ma première compétition, donc 3-4 semaines après mes débuts. Et je loupe la barre de qualification, en gros. Et ça a été très compliqué pour moi parce que à ce moment-là, donc j'arrive, je suis novice. Je sors des championnats du monde en gymnastique. Et j'arrive dans un sport où je suis novice. Je participe à une compétition départementale. Personne ne me connaît. Et je loupe ma barre pour me qualifier au championnat de France. Donc là, malgré tout, au niveau de mon ego, ça fait mal. Et puis encore une fois, il y a toujours cette image de l'identité, de se dire, en fait, j'étais sportive, on m'a vu là-haut briller, et là, je vais dans un sport où je suis inconnue. Donc, ça n'a pas été très simple, malgré tout, la transition, malgré ce que beaucoup pensent dans l'haltéro. Il y a beaucoup qui disent, ouais, toi, t'es passé de la gym à l'haltéro, ça a été facile. Ça a été facile de visu, parce que ma gestuelle était belle. Maintenant, si on rentrait à ce moment-là dans mon cerveau, c'était pas du tout aussi beau que ce que ça pouvait paraître. Et après, du coup, je me qualifie donc sur la compétition d'après au championnat de France. Et je vais m'entraîner dans le club qui est juste à côté du Crefts d'Antibes pour éviter les allers-retours avec Aix-en-Provence, qui malgré tout n'est pas à côté. Et là, je rencontre donc mon coach qui s'appelle Steve Portelli, qui me prend. Il y en avait deux, il y avait aussi Jean-Paul Fazulot, et sont des personnes qui me prennent sous leur aile et qui ont directement vu le potentiel. Et avec ce que j'avais fait en compétition, on me pré-sélectionne pour les championnats d'Europe. Ah oui. U17, moins de 53 kilos. Et en fait, il s'avère que je vais au championnat de France, donc c'est Steve qui m'accompagne. Et là, je fais mon arraché, donc je suis inconnue, personne ne me connaît, parce que en haltérophilie, il y a les compétitions, c'est départementale, régionale, finale de zone et championnat de France, où il y a un championnat de France deuxième division, mais je m'étais directement qualifiée au grand championnat de France. Et donc je gagne l'arraché, donc je mets la pression à une fille qui avait déjà quand même pas mal d'expérience. Et malheureusement, un peu trop de stress, je pense, et aujourd'hui, mais je pense que c'était surtout un système de défense, je bulle à l'épaule jetée, donc je fais 0. Donc pas de titre de championne de France, pas de qualification au championnat d'Europe. Bref, clairement, ça a été une compétition très, très difficile à accepter, sachant que j'avais, avec juste la barre que j'ai loupée, je pouvais faire championne de France. Donc beaucoup de pression à ce moment-là, une belle descente aux enfers aussi, parce que je sors de la gym en étant malade. C'est quand même un échec pour moi à ce moment-là. Je me mets dans un autre sport, je me rends compte que en fait, c'est rebelote en fait. Même si là c'est pas la maladie qui prend le pas, c'est le stress. Mais forcément, j'étais pas dans les états les plus propices pour performer. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi ? Je change un sport, je vais dans un autre, ça va toujours pas. Alors qu'avec du recul, aujourd'hui, je me dis c'est quand même exceptionnel ce que j'ai fait en si peu de temps. Mais oui, tellement. C'est incroyable. Je vois tes paroles. Ton parcours est bluffant. Et tu vois, Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Je reviens un petit peu sur ce que Manon disait tout à l'heure. Déjà, c'est incroyable. Enfin, tu vois, t'avais cette conscience de te dire, ok, je suis malade, tu vois. C'est ça. Et je me dis, mais en fait, du moment où tu sors de la gym pour arriver à l'haltéro, donc toi-même tu te disais je suis malade, et donc tu nous l'as dit, personne ne s'en rendait compte, mais dans les visites médicales, et même je veux dire
tu disais que parfois ton seul repas c'était un café dans la journée, mais ça personne ne s'en rend compte quand t'es adolescente. Enfin, je sais pas qui. Alors moi, comment c'est possible, tu vois? En fait, personne s'en rendait compte parce que mon poids, j'avais une masse grasse qui était très faible, mais en fait, j'étais pas considérée l'IMC en tout cas, vu que il se passe quand même pas mal sur l'IMC. Lol. N'était pas catastrophique. En fait, par rapport à leur schéma à eux, j'étais malade bien sûr, mais j'étais pas en danger en fait, en danger de mort. Et ouais. Et je me rappelle que au moment de passer mon bac, peut-être 2-3 mois avant, j'avais envoyé un mail à ma prof principale avec qui je m'entendais très bien. C'était ma prof de français. Et je lui avais dit, écoutez, je suis anorexique, j'ai besoin d'aide en fait. Parce qu'en fait, j'allais en cours, mais j'étais là, mais j'étais pas là en fait. Mon cerveau, il était en mode survie. Et je me rappelle même que je montais en fait, je partais du Crêpes un quart d'heure, 20 minutes avant mes copines. J'allais à pied, évidemment, une super dépense calorique pour aller au lycée. Mais je m'arrêtais à la cafette prendre un Malabar parce que je me disais trop cool, le Malabar c'est calorique, donc ça va me donner de l'énergie. Et je montais les escaliers comme je pouvais parce que les escaliers me fatiguaient. Donc quand on sait que les escaliers te fatiguent pour aller en cours, alors derrière tu dois taper soit de la gym, soit de l'haltéro. Ben ouais. Là tu te dis waouh. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit pas se passer, quoi. C'est ça, quelque chose qui doit pas Mais se oui, passer. comment tu faisais pour assumer les entraînements, tu vois, parce que autant, alors, je vais peut-être sortir un petit peu du sujet en tant que tel, mais je pense que honnêtement dans le REDS, il y a plus de facilité à pouvoir garder des capacités d'endurance parce que le corps, honnêtement, hein, va être plus à même, je pense, de garder ce ratio poids-puissance pour courir vite et être léger, etc. Et ça peut être assez, comment dire, long avant d'arriver dans un état un peu critique, on va dire. Mais par contre, les sports de force, enfin, juste même à la gym, en termes de puissance, tu dois envoyer. Tu faisais de la gym macro, donc ça implique quand même. Ouais, mais je pense moins que l'haltéro, tu vois, parce que l'haltéro, faut soulever. Faut avoir de la force, quoi. En fait, c'est là où on va y venir, c'est que du coup, donc, par rapport à la gym, j'avais quand même des petites stratégies, puisque j'attendais les moments de pesée surprise pour aller, en fait, je cachais de la nourriture dans les toilettes. En fait, il y avait des faux plafonds et je cachais des trucs pour pouvoir m'alimenter. Donc, les trucs, c'était des amandes. Parce que les amandes, je me disais que c'était des petits trucs qui faisaient pas prendre de poids sur la balance et qui me donnaient de l'énergie et je trouvais que j'aimais ça. Donc, bref, j'avais déjà mis en place des stratégies de survie. Ah ouais. Et au niveau de l'haltéro, donc c'est mon coach, en fait, après les championnats de France. Donc, moi, je me dis, allez, mon côté déterminé me dit, allez, on reprend à fond et tout. Et en fait, un jour à l'entraînement, je décide, enfin je m'entraîne, je fais un tirage sur une barre que j'étais censée épauler. Et là, mon coach m'assoit, il me dit « Aujourd'hui, j'arrête de t'entraîner. Je ne prends pas la responsabilité de t'entraîner. Tu es malade. Je préviens le Krebs. » Voilà. C'est la personne qui a arrêté tout parce que c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi et malgré la rupture de la collaboration, parce qu'aujourd'hui, c'est plus lui qui m'entraîne depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que il m'a clairement sauvé la vie. Parce que le Krebs, après, a pris enfin conscience que j'étais vraiment pas bien. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai vraiment vécu comme une trahison parce que donc déjà, on me prive de m'entraîner, on me prive pour moi d'exister, du coup. Ouais, bah ouais. Et puis, du coup, j'ai tout le monde qui est contre moi, en fait, à ce moment-là. Enfin, tout le monde n'est pas contre moi. Tout le monde mais c'est comme ça que moi. tu le vis. C'est ça.
Et après, du coup, en fait, là, ça a été vraiment le moment le plus compliqué pour moi parce que, du coup, je voulais vraiment que ça se termine, en fait. Je voulais vraiment que ça se termine et du coup, j'ai fait une tentative de suicide parce qu'en fait, j'en pouvais plus les gens venaient me voir, me questionner, la balance, je ne pouvais plus, je voulais plus monter sur une balance devant quelqu'un, sauf que fallait bien que quelqu'un me suive mon poids. Aller au réfectoire du Crêpes, c'était super compliqué pour moi parce que je savais que tout le monde regardait ce que je mangeais, du coup. Ah, putain. Et en fait, ils l'ont fait de façon très maladroite. Ouais. Même si aujourd'hui, avec du recul, je me dis, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire autrement, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut faire. C'est très compliqué. C'est très compliqué et surtout que on développe une très 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 grande force d'intelligence et de manipulation. Donc j'étais très menteuse par rapport aux gens. Je disais non mais j'ai mangé dehors avec des copines. J'avais pas de copines, donc en fait je ne pouvais pas manger dehors. Et la tentative que j'avais faite, je l'avais fait en me scarifiant et en prenant des médicaments à outrance en fait. Alors c'était pas des médicaments mortels à la base, mais en tout cas ça ne m'a pas je n'ai pas été en cure de désintox ou des choses comme ça, mais c'était vraiment une tentative et un appel à l'aide, en tout cas. un très très gros appel à l'aide et malgré tout je suis arrivée à avoir mon bac alors que franchement je me suis présentée je sais pas comment j'ai fait. Et après il y a eu toute une phase où j'ai arrêté de faire du sport en compétition. Et je me suis mise à aller à la salle de musculation, je me suis mise à faire de la danse, je me suis mise à faire de l'athlétisme. J'ai eu une petite rechute en voulant faire du taekwondo parce que je me suis dit trop cool, je suis souple, c'est un sport à cater de poids et au bout de 15 jours j'ai arrêté parce que je sentais que je retournais dans mes vieux travers. Et après il y a eu la phase de guérison où là pour le coup je ne sais pas ce qui est le pire en fait entre l'anorexie ou la boulimie hyperphagie parce que pour le coup c'est là encore une fois je perds l'identité mais je suis montée après à 75 kilos donc de passer de 43 kilos à 75 kilos c'est très très compliqué passer d'un corps d'enfant parce que quand on est toute légère j'aime pas dire ça, mais la peau sur les os, on n'a pas de poitrine, on n'a pas de fesses, on n'a rien. On a des poils pour le coup, parce que quand on est anorexique, il y a beaucoup de poils qui se développent pour se protéger. Mais bon, après, passer à 75 kilos, il y a un autre regard sur nous à ce moment-là. Et les gens qui sont pas bienveillants, faut savoir, les gens qui te disent, mais attends, mais tu t'es opéré les dents de sagesse, comment ça se fait que t'es autant bouffi et t'as eu ce genre de remarques Ouais, carrément, ouais. Une fille qui me dit ça, en fait, non, je suis juste en train de me guérir, en fait. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça a été... t'aide pas. Mais ouais, la guérison a été peut-être plus difficile. En fait, la guérison est plus compliquée à vivre parce qu'en fait, on est conscient des choses. Alors que l'anorexie, il y a quand même une phase d'inconscience. Ouais. On n'est pas conscient que quand on monte sur la balance et qu'on jouit de la perte de poids, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Parce que là, c'est plus possible de perdre du poids. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter, mais on ne sait pas trop comment faire. Quand on est en phase de guérison, on sait que là, en fait, les kilos, ils montent. C'est plus du tout la même jouissance, pour le coup. C'est plutôt, mince, je suis en train de grossir, mais il faut que je grossisse. Enfin bon, ça a été, la phase de guérison est quand même pas simple, surtout quand on est dans un sport où encore une fois, l'entourage, pour le coup, n'est pas bienveillant, que ce soit dans l'entourage artistique, avec les gens qui m'ont connu dans la gym, que ceux dans l'haltéro, parce que je suis retournée dans l'haltéro après ma phase un peu de transition, où je faisais un peu d'expérimentation. Voilà. Ouais. Quand je suis retournée à l'haltérophilie, je pesais je pesais 60 kilos. Sauf qu'en fait, mon poids, 60 kilos, donc je fais les championnats de France junior en moins de 58 kilos.
Et après, là, ça a été Après, je suis montée en moins de 71 avec un régime pour descendre dans ce poids-là. Donc, du coup, je pesais 75 kilos, ouais. Et ça a vraiment été... pour moi, c'était même compliqué de sortir de chez moi. Me montrer en leggings, je me mettais plus en brassière, assumer d'avoir des seins, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a développé de l'agoraphobie, clairement, et phobie sociale. Donc ça a été encore un autre combat. Donc ouais, ça a été la phase de guérison, malgré le fait que pour le coup, j'ai été entourée de professionnels de santé exceptionnels. Compétents. Très très bien. Je suis tombée sur une personne qui est diététicienne comportementaliste. En fait, je suis allée la voir dans son cabinet. Je me rappelle très très bien. J'avais pris le train pour aller la voir parce que je n'avais pas de voiture. Et en fait, c'était la dernière possibilité en fait. Et j'avais vu son compte Facebook à l'époque où elle expliquait sa vision de l'alimentation. Et en fait, je rentre dans son cabinet, j'avais hyper peur d'être en retard, j'étais transpirante, je m'assois, je dis écoutez, vous êtes ma dernière solution. Et la première chose que je fais, c'est par contre, je veux pas être pesée. Oui. Et donc, je cherche quand même dans son cabinet s'il n'y a pas une balance. La balance. La fameuse. Et il n'y en a pas. Et du coup, là, gros soulagement, et elle me parle et je lui dis, voilà, donc je lui explique un peu mon parcours et puis elle me dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort. Mais moi, il n'y aura pas de balance, il n'y aura pas de suivi alimentaire, tu peux manger ce que tu veux. Et en fait, on a dédramatisé les restrictions cognitives, on a travaillé on a fait énormément de méditation, sur la conscience de mon corps, et à côté de ça, j'étais suivie par un psychologue et un psychiatre. Le psychiatre pour les tendances suicidaires et pour éviter de rechuter, et le psychologue pour continuer à travailler sur ce que je faisais avec la diététicienne. Donc j'avais pour le coup vraiment un corps médical qui était vraiment bien, et mon entraîneur qui était toujours très vigilant pour le coup à la salle, parce que en fait il y a des jours j'étais bien, il y a des jours j'étais moins bien. Et ça m'a pas empêché de pouvoir faire quand même des barres intéressantes et de pouvoir pour le coup faire des études après avec une tête un peu plus disposée et disponible pour apprendre et à soigner aussi du coup en parallèle l'agoraphobie quand on est à la fac, c'est pas simple d'être entouré de 50 personnes, de 100 personnes dans un amphi. Donc après je suis passée par des écoles privées parce que pour le coup c'était compliqué pour moi de rester à la fac, mais ouais, c'est pour le coup c'est important de dire que l'anorexie c'est pas juste un trouble en fait, ou la boulimie c'est pas juste un trouble, c'est la conséquence ou la continuité de d'autres troubles, autant de la dépression que des traumatismes, que du harcèlement que certains ont pu avoir, que l'agoraphobie, c'était aussi ce qui remplaçait finalement, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me faire vomir, j'ai arrêté les crises de boulimie, donc il faut bien faire quelque chose. Donc en fait, le fait de sortir, rentrer, ça occupait mon esprit d'une autre façon. Et donc du coup, on a travaillé après sur la tranquillité de l'esprit, sur moi, sur l'amour que je pouvais m'apporter, l'estime de moi, en dehors de la performance. Donc ouais, ça a été un gros travail. Le travail avec elle avait duré 10 semaines, je me rappelle. C'était vraiment un programme où je la voyais toutes les semaines, c'était évolutif et tout. Mais évidemment, le travail après ces 10 semaines a continué parce qu'il faut renforcer après tout le travail. Elle ne m'a pas lâché dans la nature comme ça. Mais la guérison a été difficile, mais mieux encadrée. Voilà. Ok. C'était moins livré à toi-même et avec un soutien, un tissu, on va dire, de soutien qui était déjà beaucoup plus fourni. Oui, exactement. Et puis à côté, je travaillais, j'avais un job étudiant.
Donc bon, pour le coup, je voyais aussi d'autres personnes. J'essayais de voir la vie aussi un peu différemment. Et le gros changement aussi, c'est que j'étais en appartement. J'étais plus à l'internat, donc pour le coup, c'était. Alors, je suis un petit peu. Si on me demandait ce qui serait le mieux, être dans un internat, c'est sécuritaire, dans le sens où il y a quand même toujours du monde autour de soi, il y a toujours des copines pour parler, on est peut-être moins en danger. Mais dans une phase de guérison, c'est très important d'être avec soi, son corps, tout simplement. Et à l'internat, c'est compliqué parce que pour le coup, il y a toujours du monde. Donc, on n'a pas une chambre individuelle. Donc, j'étais quand même bien dans mon petit appartement qui était mon petit cocon. Je faisais rentrer personne d'ailleurs. Je me rappelle, mon appartement, il était fermé à moi. Et des fois, il était hyper bien rangé. Des fois, il était en bazar. Des fois, il y avait beaucoup de nourriture. Des fois, il y en avait moins. Mais je savais que personne ne me jugeait quand j'étais chez moi. Et ça, c'était vraiment bien pour moi, pour guérir. Ouais. Le plus important. C'est ça. Merci de nous avoir vraiment partagé ce voyage par rapport à tout ça. Et du coup, je pense qu'on peut faire un peu une transition avec le choix de ta carrière professionnelle, en fait. Et du coup, même le choix de tes spécialisations. Est-ce que tu peux, par rapport à, pas une conclusion, mais par rapport à la gestion des troubles alimentaires, si quelqu'un qui nous écoute souffrirait, par exemple, de difficultés, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous dire quelle serait la personne à consulter? Là, tu as parlé un petit peu des personnes qui t'ont aidé. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? Ouais, alors déjà, si une personne est atteinte des troubles alimentaires, la réconforter en lui disant qu'on s'en sort, parce que Barbara, qui est là, est ravissante et Merci. elle s'en est sortie. Et moi, j'essaye de véhiculer aussi le fait qu'on puisse s'en sortir. Et elle est ravissante aussi. Vous n'avez pas l'image, mais je suis avec deux bombes extraordinaires. Ouais, toi aussi, t'es très belle. Nickel, allez. Mais la première personne, en fait, déjà, c'est une personne d'un corps médical, donc j'inclus aussi les ostéos et ces personnes-là, les sophrologues, mais déjà une personne en qui vous pouvez avoir confiance, les thérapeutes. J'ai envie un peu de sortir il faut aller voir une diététicienne, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir une personne avec qui vous êtes vous, et surtout avec qui vous enlevez le masque qui vous cache en fait parce que vous voulez donner le style de pas être malade, tout ça. Donc ça peut être aussi un coach sportif, ça peut être en tout cas il faut en parler à quelqu'un avec qui vous pouvez vous livrer et qui pourra vous accompagner dans des démarches. Après il y a des personnes j'ai envie de dire qui sont plus à fuir pour le coup. Les personnes à fuir, ce sont les personnes qui vont vous mettre sous régime avec des grammages, qui vont vous motiver dans un objectif physique, parce qu'on ne guérit pas le physique par le physique, non, on guérit le physique par la tête, par l'esprit. Et toutes les personnes qui sont dans une dynamique no pain, no gain, parce que ça c'est peut-être ce qui m'a le plus aidé, c'est de me dire que je vais plus à la salle pour me détruire, mais pour me construire. Et ça, c'est une phrase qui m'a vachement inspirée dans ma vie et qui m'aide encore d'ailleurs, parce que faut pas le croire, aujourd'hui j'en parle hyper ouvertement et j'estime être guérie parce que j'ai un rapport plus que sain avec l'alimentation. Mais j'ai toujours des fois des petits moments où je me dis tiens, là j'aimerais qu'on voie un peu plus mes quadriceps, là j'aimerais qu'on voie un peu plus mes biceps, là j'aimerais voilà, il y a toujours des fois ce petit côté-là, mais je suis plus du tout dans la rivalité avec moi-même. Je suis plutôt en mode de toute façon, tu t'entraînes, tu fais ce qu'il faut et ça viendra si ça viendra. Mais voilà, déjà donc prendre conscience que si on veut s'en sortir, il faut comprendre qu'on va changer d'axe de vision. On ne sera plus dans une destruction de soi, mais dans une construction d'un nouveau soi ou d'un soi. Et aller, pour moi, vers quelqu'un qui est formé au TCA,
que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, mais ça peut être un psychonutritionniste. Donc moi, c'est le diplôme que j'ai pour accompagner aujourd'hui les personnes atteintes de troubles alimentaires. Les médecins, eux, sont là pour faire un diagnostic, chose que moi, je ne suis pas habilitée à faire officiellement. Je peux le penser, mais je ne peux pas dire à la personne, vous êtes anorexique, vous êtes bulimique, ça, c'est pas de mon rôle. Donc, peut-être aller voir un médecin qui suit depuis longtemps pour poser un premier diagnostic et peut-être en fonction du trouble, pour vous recommander, enfin, vous faire aller vers le bon thérapeute. Et si, évidemment, les troubles, des fois, sont trop importants, il y a une prise en charge qui peut se faire avec un psychiatre sur le côté médicamenteux. Je pense que Barbara sera peut-être pas trop fan de ce que je dis sur le côté médicamenteux, mais par moment, il faut passer. Si, tu sais. Ouais. Non, je suis pas fermée au côté, au contraire, non. Mais je pense qu'il y a des traitements, effectivement, qui sont nécessaires à un moment donné et qui peuvent sauver la vie, ou au moins améliorer la qualité de vie pendant un petit moment. Et après, soit enfin, ça dépend, tu vois, c'est du plus ou moins long terme, mais non, je suis ouverte à tous les traitements. Non, mais c'est important parce que souvent les personnes, quand elles sont malades, elles pensent que du coup, là, le fait de prendre des cachets, ça va illustrer officiellement le fait d'être malade. Alors que des fois, effectivement, ça améliore la qualité de vie pour la personne et pour son entourage aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de moi et de mon parcours, mais faut pas oublier qu'il y a l'entourage dans tout ça. Et là, avec Justine, on a fait un post d'ailleurs sur le couple et les TCA, parce que c'est pas simple de vivre avec quelqu'un qui a une obsession, parce que le TCA, ça reste une obsession sur le physique, sur l'alimentation, sur l'image d'elle-même, etc. Donc c'est une prise en charge médicamenteuse, et aussi aller vers des gens formés au TCA, ne pas hésiter à demander est-ce que vous avez des gens qui ont souffert de ça, et ne pas hésiter aussi à changer de praticien, si on sent que la personne n'est pas c'est pas qu'elle n'est pas habilitée à le faire, mais c'est que des fois il y a des psychologues par exemple qui ont moi, j'ai eu une psychologue moi qui malheureusement dans ma prise en charge des TCA est remontée dans mon enfance, etc. Ça m'a fait du bien de comprendre certains mécanismes, mais malheureusement c'est pas ce que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aide dans le moment présent à trouver des solutions, des parades pour aller mieux. Et du coup, j'ai changé. Et puis, je suis tombée sur une autre personne qui m'a plus parlé, avec qui j'avais un feeling plus direct, qui me faisait écrire, dessiner. Bref, c'était presque de l'art-thérapie finalement, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, ne pas hésiter. Mais, j'accentue sur mon mais, ne pas vouloir aller partout non plus, parce que des fois, aller partout, on va nulle part. Et on commence des suivis à droite, à gauche, on finit rien. Et du coup, on est encore dans une position d'échec finalement. Complètement. Et donc, du coup, le fait d'être dans une position d'échec, on affaiblit l'estime de soi, qui est primordiale dans la guérison des TCA. Pour le coup. Tout à fait. Donc, puis c'est long, tu vois. Enfin, les TCA, c'est vraiment des maladies qui sont chroniques. Oui. Donc, il faut le temps aussi d'imprimer les choses, de laisser infuser les choses. Et puis, quand on commence à voir quelqu'un en consultation, il faut aussi que le temps que la confiance se mette en place, que il y a quelqu'un en face de nous qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas notre enfance, comme tu disais, et qui connaît pas non plus si on a eu des traumatismes, etc. Donc c'est hyper important de
persister entre guillemets. Bien sûr, si la personne ne correspond pas du tout, bah voilà, ne pas hésiter justement à changer de professionnel. Mais en tout cas, je sais que ce qui ressort dans la littérature scientifique, c'est que les personnes qui sortent des troubles alimentaires, vraiment qui guérissent, c'est ceux qui s'engagent dans les thérapies et qui continuent, qui vraiment maintiennent les soins. Donc voilà, et c'est super important aussi ce que tu disais sur le fait de s'ouvrir aussi à d'autres professionnels. Bah, j'allais rebondir là-dessus parce que du coup, Barbara, tu savais on a déjà parlé de ça, mais moi je me suis beaucoup questionnée sur ma légitimité en tant que kinésithérapeute à aborder ce point-là avec des patientes où clairement c'était évident qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et maintenant, c'est quelque chose avec lequel j'essaye d'être un peu plus à l'aise. En tout cas, je pense que je dois m'outiller encore un peu plus. Mais ce que j'aimerais dire à mes collègues qui font de la kiné du sport notamment, c'est qu'en fait, on est en première ligne avec des athlètes quand vous écoutez le parcours de Flavie, vous dites, mais il y a quelqu'un à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un quand même qui va dire quelque chose, qui va tendre une main. Et en fait, on peut être la main tendue de tout le monde. Et tout le monde peut être une main tendue. Après, est-ce que la personne, c'est la temporalité pour qu'elle la prenne? C'est notre sujet. Parfois, vous êtes juste pas à le bon timing. Peut-être qu'il faudra 5 mains tendues pour que l'athlète en prenne une. Mais il faut tendre la main, en fait. Il y a une patiente où je regrette parce que j'ai mis trop de temps à aborder ce sujet-là avec elle. Je la sentais, je m'en veux parce que je pense que dès la deuxième séance, je savais que sa condition douloureuse était en lien avec un trouble du comportement alimentaire et que j'ai l'impression que je tournais autour du pot et que j'arrivais pas à le dire de la bonne manière. Et c'est un retour. Donc maintenant, on a pu avoir cette conversation. Elle me dit, tu sais, je les voyais. Je voyais très bien que tu tournais autour du pot, que t'osais pas poser les questions. Mais en fait, pose-les. C'est important, en fait. Il faut vraiment que t'aies le courage de poser. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Et je savais que tu essayais de faire référence à ça. Et en fait, j'étais pas prête à en parler, etc. Elle dit, mais ça m'a fait du bien que t'essayes. Et je voyais que t'essayais encore et encore. Et voilà. Et des fois, vous avez juste besoin de, quand vous voyez un athlète de manière récurrente, je passe à l'athlétisme où je suis pas leur kiné de ville, je suis pas la kiné de fédé. Des fois, on est juste la kiné du dimanche. Et en fait, quand on voit quelqu'un sur un stage qui a pas l'air en forme, en fait, il y a des fois de dire, ça va, tu te sens comment? Je t'ai pas senti en forme, t'as foulé tes machins, t'étais au bord du malaise. Ça va en ce moment? Le collège, les copains, le couple. En fait, on peut avoir plein de portes d'entrée pour aller sur ce sujet. Juste, en tant que kiné, je pense pas qu'on sera la solution. Par contre, on peut être cette personne, ce soutien qui peut amener sur des réseaux de soins, qui peut amener qui peut faire partie en tout cas du réseau de soutien. Oui, ça fait partie de la solution, tu vois. Et moi, je suis en train de penser que ça fait rebondir sur 2 points. Déjà, le kiné, il a un contact avec le corps. Et ça, moi, je me souviens que j'avais carrément stoppé. Moi, j'avais stoppé les séances avec mon kiné qui était un homme. D'accord. C'est pas le fait que ça soit un homme qui me dérangeait. C'était que, en fait, pour moi, toucher mon ventre, parce que mon ventre, c'était mon indicateur. C'est pour moi, mon ventre, si j'avais le ventre qui était plat avec mes abdos qui ressortaient, c'était que c'était bien. Par contre, si j'avais un peu le ventre un peu gonflé, parce que, je sais pas, j'avais trop bu, trop mangé, bref, tout simplement parce que mon ventre vivait, en fait. Ou parce que t'es en syndrome prémenstruel et que t'as tes menstruations. Ouais, voilà. En fait, c'est pour moi, je ne voulais plus avoir à annuler et trouver des excuses. Donc, du coup, j'avais complètement annulé les séances. J'avais arrêté le suivi avec mon kiné. Je n'y allais pas parce que j'avais une pathologie. C'était vraiment dans un but de soins, de récupération, etc. Donc, j'avais arrêté le suivi avec mon kiné. Et je me souviens que par moments, je lui disais, je suis fatiguée. Je sors de la séance, je vais me coucher, etc. Et les seules réponses que je pouvais entendre, c'était ouais, mais le haut niveau, c'est ça en fait. C'est ça le haut niveau. Et c'est vrai qu'il y a encore une culture du haut niveau, même si là, j'avais quand même le sentiment, parce que du coup, je travaille avec quand même maintenant pas mal d'entraîneurs et qui ont des athlètes en équipe de France, qui préparent les Jeux, et dans mon entourage aussi des gens qui font les Jeux. La culture de haut niveau est un peu en train de changer. On est quand même moins dans le haut niveau, c'est s'entraîner jusqu'à la douleur, jusqu'au goût du sang dans la bouche, etc. On tend quand même vers un haut niveau qui sera pas plus sain, parce que le haut niveau ne sera pas sain. Tout ce qui est excessif, à un moment donné, c'est pathologique, on le sait, et c'est pas sain
mais en tout cas qui est peut-être un peu plus écologique pour la personne, un peu plus respectueux de son écosystème à lui. Et tu vois, ta thèse, Manon, en est le parfait exemple. Aujourd'hui, se baser sur les cycles menstruels d'une femme pour optimiser sa performance, il y a 50 ans en arrière, C'est impossible. c'était impossible. Toutes les femmes étaient entraînées de la même façon, peu importe le cycle, t'as mal au ventre, t'as tes règles, il faut que tu performes, on n'a rien à faire en fait, tu vois, c'est... Et puis prends la pilule et tu peux même tomber et faire en sorte de plus avoir tes règles, ce sera encore mieux. C'est ça, exactement. Alors que, enfin moi je sais qu'aujourd'hui, avec la personne qui m'accompagne, on a un calendrier, alors c'est un peu compliqué vu que moi, il n'y a rien qui est forcément très stable avec le SOPK, mais en tout cas, j'arrive par la symptothermie en analysant mes glaires cervicales, la température de mon corps, à identifier à peu près les périodes. Mais encore une fois, ça demande déjà une connaissance de soi, ça demande du temps, mais au moins, j'optimise en perdant ce temps de calculer ma température basale, etc. Ça permet de pouvoir optimiser mes périodes de perf. Et si mes cycles qui sont assez douloureux tombent en période de compétition, chose qui a été le cas cette année pour les championnats de France, on optimise comme on peut, alors avec malheureusement des fois des anti-inflammatoires, des choses comme ça, mais aussi avec je me soigne pas mal au CBD, je sais que tu vois les massages avec de l'huile de CBD, des choses comme ça me fait bien, des bouillottes, des trucs un peu plus naturels, et donc, du coup ça se prévoit aussi quoi, donc bon. Je rajouterais dans l'arsenal que tu as cité le TENS, qui est une très bonne intervention non médicamenteuse pour la gestion de la douleur. Et c'est vrai quand c'est quelque chose qui est prescrit, il y a de plus en plus de dispositifs aussi qui sont créés pour le bas-ventre. Ouais. Où vraiment c'est une plaque en tant que telle et vous l'apportez sur les 2 premiers jours des menstruations. Et tu vois, c'était une conversation que j'avais avec un ami à midi. Et plutôt que mettre tout le monde sous pilule en mode j'ai la pilule qui arrête les règles, est-ce qu'on peut pas apprendre vraiment à manager les dysménorrhées avec des vraies interventions qui soient intéressantes plutôt que valoriser en fait une aménorrhée chimique ou parfois des comportements en fait qui mènent à une aménorrhée naturelle comme un REDS dans un REDS. En fait, est-ce qu'on peut pas aussi diffuser ce message? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Même moi, ma gynéco, parce que moi, mon diagnostic à SOPK n'a pas été simple, puisqu'on pensait que j'avais... Je fais juste une parenthèse que je sais pas si on l'a défini une fois. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, pour nos auditeurs qui connaissent pas, et du coup, ce syndrome, il a la particularité de rendre les cycles très irréguliers, en fait, avec notamment, il y a une plus grande proportion des androgènes qui sont du coup on va dire la maman des oestrogènes qui aurait du coup une difficulté dans l'aromatisation. C'est ça qui fait passer des androgènes, donc comme la testostérone, aux oestrogènes. C'est une petite étape qui s'appelle l'aromatisation, et ça en fait dans ce syndrome ça se fait différemment et moins bien, et en fait ça donne plusieurs comment dire, symptômes qui sont par exemple l'hirsutisme. Ça va avoir la tendance à la pilosité à des endroits du corps comme la moustache, comme les avant-bras, bien sûr les parties, on va dire au niveau aisselle et puis pubien. Au niveau acné, tu en as parlé un petit peu. Ça peut avoir une difficulté dans la perte de poids aussi. C'est des personnes qui sont souvent insulino-résistantes aussi. Donc voilà, c'est vraiment un syndrome métabolique aussi très particulier qui est très peu connu en France. Et voilà, du coup, c'est donc le diagnostic qui t'a été posé, ouais. Ouais, en fait, c'est ça, à 18 ans, 18 ans, toujours pas de règles. Et les médecins, en fait, moi, le médecin du sport me dit non, mais c'est normal, t'es en surentraînement. Sauf qu'en fait, au-delà de ça, déjà je me questionne mais quand c'est que ça va arriver, parce que en fait tous les jours je me dis mais autant ça va couler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et du coup je vais voir une gynécologue qui me dit effectivement c'est pas normal, il faut faire une échographie pelvienne, donc elle me l'a prescrit, je vais la faire. Et en fait au moment où je vais voir ma gynéco avec le compte rendu,
Le compte-rendu m'avait pas été délivré, c'était ma gynéco qui l'avait reçu. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que il était pas bon, ce compte-rendu. Et au début, en fait, je me rappelle exactement de la scène, je pose mes affaires, je lui dis, voilà, madame, je sais plus comment vous a envoyé mon compte-rendu, je lui demande si je peux aller aux toilettes, parce que je savais qu'elle allait m'ausculter et tout. Et là, elle me regarde, elle me fait, bon, écoutez, Flavie, ça va pas, en fait, là, on va pas passer par 4 chemins, je diagnostique potentiellement un cancer de l'ovaire. Sympa. T'avais quel âge? Là, j'avais 19 ans, du coup, 19 ans. Ouais. Ouais. Et là... le tact, quoi. Et là, moi, je me dis, non, mais en fait, j'ai envie d'être maman un jour, je suis face à ça. Et en fait, il y a toujours aussi ce truc de se dire, mais quand c'est que ça va s'arrêter, en fait? Les mauvaises nouvelles, la santé, quand c'est que je vais pouvoir vivre comme une fille normale qui se lève le matin et qui n'a pas de douleur aux ovaires, qui n'a pas d'acné, etc. Enfin, j'en ai encore un peu d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et donc, du coup, là, je sors du rendez-vous, mais je m'effondre, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je devais. Et en fait, elle te dit, elle te fait cette pseudo-annonce, en tout cas, cette hypothèse-là. C'est ça. Au vu des résultats d'imagerie que tu avais. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai une panoplie d'examens à faire pour justement me faire suivre. Et du coup, je fais tous les examens, mais en fait, je fais les examens avec un point d'interrogation méga grand dans ma tête. Et surtout, je me dis, mais si c'est ça, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, j'ai une image du cancer qui est, je vais plus avoir de cheveux, je vais peut-être mourir plus jeune. Enfin bref, j'ai tout. Pour moi, il n'y a pas de côté positif dans un cancer. Donc, je vois ma vie déjà pas se terminer, mais ne pas avoir d'enfant, être chauve, porter un ruban, enfin bon. Et c'est surtout que après toute l'énergie que j'ai mis à profit de ma guérison des TCA, et il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis encore dans une phase compliqué. de moi en fait, où je me redécouvre. Et là, je me dis, mais même ma sexualité, elle va être impactée. Et je me dis, même pour rencontrer un garçon, si je lui dis, j'ai un cancer, ça fait peur pour un garçon, surtout à cet âge-là. Donc, après, je fais un IRM, je fais des examens, je fais une hétérosonographie. Donc, en gros, ils mettent du liquide à l'intérieur pour faire ressortir les cellules qui vont prélever, etc. Tout se passe, les examens se passent bien. Finalement, ce n'est pas un cancer. Donc là, quand elle m'a annoncé ça, je pense que j'ai perdu 50 kilos de transpiration pour le coup, parce que j'étais vraiment pas bien le jour de l'examen, enfin de coucher là-bas. Dans tout ce process. Enfin, tu vis avec une épée de Damoclès. Enfin, c'est hyper compliqué, ouais. C'est ça. Et puis surtout quand j'allais chez les médecins, ils voyaient les ordonnances, ils disaient, ah mais vous êtes jeune. Ah, vous êtes jeune, ouais, mais j'aimerais nous faire merci là, en fait, de le souligner. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, après les examens se passent, il s'avère que du coup je n'ai pas de cancer, que j'ai un SOPK très très développé, du coup, d'où la peur qu'elle a eue sur les cellules. Ouais. Et en fait, au début, pareil, elle me demande si je veux être sous pilule. Mais en fait, on se rend compte que j'ai un taux de testostérone qui est vachement plus élevé que la norme. En fait, elle me dit la pilule, ça va servir à rien. Et par contre, on se rend compte que j'ai effectivement un début de diabète de type 2, donc insulino-résistance assez élevée. Ouais. Donc là, tout un processus avec un endocrino où je devais me piquer tous les jours et sous stagide aussi, donc un glucoterme, enfin bref, ça bloquait un peu les pics d'insuline. Sauf qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à ce moment-là, je réapprends à manger de tout, je réapprends à ne pas aller dans les crises alimentaires. Dans la catégorisation d'aliments. Catégorisation d'aliments. Et en gros, on me dit, ouais, mais là, Madame Test ou Mademoiselle Test, le sucre, là, on ne sait pas quoi. On me fait une prise de sang avec le HOMA. Donc le HOMA, c'est l'insuline sur les 3 derniers mois. Et là, on se rend compte que je suis au max du max, quoi. Parce que forcément, je faisais des crises, mais les crises faisaient partie du processus de guérison.
Ouais. Donc du coup, c'était une période où, en fait, j'ai décidé de travailler par priorité, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix, en fait. C'est ça. Donc j'en parle à ma diététicienne qui m'explique que on va faire ce qu'il faut, mais que la priorité, c'est d'abord les troubles alimentaires, parce que je pourrais pas avoir une bonne santé si on ne soigne pas ça. Complètement. Et C'est ça. en parallèle, du coup, je fais un traitement avec une naturo qui m'aide grâce à la gémothérapie, des choses comme ça, des infusions, à mieux gérer un petit peu tout ça, quoi. Donc la digestion, le foie, l'estomac, parce que forcément il y a beaucoup de choses. Et du coup, on trouve un petit traitement naturel à base d'onagre, de bourrache, etc. pour m'aider à gérer les douleurs des règles et tout. Et au fur et à mesure, je m'en sors, puisque du coup, au fur et à mesure, mon poids descend. Donc, je redescends au niveau de mon poids. Et la vraie phase de guérison au niveau de mon poids, ça a été le confinement. Parce que moi, le confinement, ça a été une période géniale pour moi, parce que du coup, je travaillais plus, j'étais concentrée que sur moi, je faisais mon petit sport à la vue de personne. Enfin, c'était vraiment une super période. Et du coup, là, les analyses médicales sont mieux. Le SOPK qui diminue. Donc là, trop cool. Évidemment, des douleurs de règles toujours hyper abondantes. Et là, ma gynéco me dit, ouais, je pense qu'on va aller faire des examens. Donc ça, elle me l'a sorti l'année dernière. Pour voir quand même s'il n'y a pas une endométriose. Et là, effectivement, il y a de l'endométriose. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Le cumul des peines, ça va, quoi. Non, mais c'est ça. Bon, il s'avère que c'est une endométriose qui est très légère, donc il n'y a pas besoin de racler quoi que ce soit. Je me satisfais de ça, en tout cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout est sous contrôle, dans le sens où si j'ai mal, j'ai mes petits remèdes naturels. Voilà, tout est... Ouais, t'arrives, en fait, t'as des outils pour gérer, screener ton cycle, t'arrives à adapter, en fait, t'as pu t'entourer de personnes qui t'ont aidé à comprendre ce que tu traversais à chaque moment du cycle et comment tu pouvais soutenir, en fait, C'est ça. Et puis, puis mes amis aussi, parce que mes amis m'aident énormément. Enfin, aujourd'hui, je me suis entourée de gens géniaux. Vraiment, je suis passée d'une fille qui avait pas d'amis parce que elle avait peur d'exister à des gens qui aujourd'hui me remercient d'être dans leur vie. Et ça, c'est trop cool, quoi. Enfin, moi, je suis trop heureuse. C'est précieux. C'est hyper précieux. Et puis c'est surtout que d'ailleurs, pour la majorité, ne sont même pas au courant en fait de mon parcours. Peut-être que je leur enverrai ce podcast pour qu'ils puissent le découvrir un peu plus. Mais beaucoup n'ont pas conscience en fait de par où je suis passée. Et beaucoup me disent, mais c'est fou, Flavie, t'as une maturité de malade et tout. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais les gars, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de secret. C'est ça, il n'y a pas de parcours plus simple qu'un autre. Mais encore, il y a encore des jours où, évidemment, il y a encore des jours où, faut pas se mentir, les jours c'est pas simple parce que la vie fait aussi qu'après on se protège. Quand on a beaucoup été seul, je peux pas dire que je me suis guérie toute seule, c'est pas vrai, parce que j'ai rencontré plein de personnes pour m'aider, des gens avec qui ça a matché, d'autres avec qui ça a moins matché, mais voilà, en tout cas, j'ai énormément appris sur moi et découvert la vie en fait peut-être d'un œil un peu différent que ce qu'on peut la découvrir initialement. Et du coup, ça fait que voilà, la maturité va avec, et même les sportifs, des fois, ils me disent, je sais pas comment tu fais pour arriver à me comprendre aussi bien. Les sportifs ne sont pas au courant non plus, mais parce que je suis passée par des phases. Souvent, j'aime bien. Souvent, je dis que je suis passée près de la mort ou près de l'enfer en fait, parce que ça n'a pas été simple tous les jours de se réveiller avec un espoir de se dire trop bien, ma vie elle est cool, quoi. Non, ma vie elle était pas cool, puis il y a eu des comportements à côté, je l'ai pas dit, mais je m'étais mise à fumer, je m'étais mise
faire des choses pas très saines pour mon corps pour se sentir exister d'une autre façon, quoi. Ouais, bah. Ouais, t'as marché un petit peu sur les braises quand même de l'enfer sans forcément avoir plongé la tête dedans, mais ça a été en tout cas quelque chose d'assez mouvementé et intense. C'est ça. Et dont t'essayes de tirer le meilleur, en tout cas tu te sers de ton parcours quelque part pour aider les autres et c'est ouais. Et puis aujourd'hui, j'essaye de prendre les choses avec beaucoup de recul. J'ai appris à plus, enfin c'est bête, mais à plus juger aussi, plus juger les gens que je vois. Beaucoup de personnes qui sont dans le jugement, ouais, elle est grosse, elle est ci, elle est ça. Donc, tu vois, je suis We never know. C'est ça, en fait. Je suis pas forcément fan du body positive parce que c'est encore un autre débat, mais bon, body positive, je suis pas forcément fan à partir du moment où la personne elle est en danger. Mais je suis quand même partisane du fait qu'on a tous un physique et que notre enveloppe corporelle ne nous définit pas. Et on ne peut pas... c'est comme tu disais Manon tout à l'heure, c'est pas parce qu'une personne elle est grosse que forcément sa pathologie au genou ou sa traumatologie est due à son surpoids. Il y a d'autres choses, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, il y a 50 000 trucs à scanner avant. Donc voilà, et c'est vrai que aujourd'hui ce passé un peu beaucoup mouvementé, autant sur le plan sportif que sur le plan humain, m'aide à avoir une tête dure et sur les épaules, et aussi à avoir une vision du haut niveau malgré tout qui est différente, parce que je sais que je pourrais atteindre mes objectifs sportifs à partir du moment où je serai en adéquation et alignée avec moi-même. Donc je sais que par moment, pendant qu'il y en a qui s'entraînent, moi je suis chez moi en train de me prélasser sur mon canapé parce que j'ai besoin de ça. Et merci de le dire. Mais il y a des entraîneurs qui vont dire ouais, mais il faut s'entraîner plus dur qu'elle. Non, en fait, non, parce que moi je fonctionne pas comme elle. Ah, merci. Voilà, c'est tellement précieux. Bah ouais, moi je suis là à mon je sais pas, deuxième jour de règle. Clairement, je peux pas aller. S'il faut, je le ferai. S'il y a une compète, évidemment, je ferai ce que je peux. Mais peut-être que ce jour-là, j'aurai trop mal au ventre et que ça sera pas productif pour moi d'aller à la salle, sauf si je ressens besoin de me sociabiliser à ce moment-là. Mais le repos, c'est l'entraînement invisible, et savoir manager ces moments qui sont très importants, très intenses. Mais en fait, il faut vraiment les mettre. Tu dois te reposer autant que ce que t'as mis en intensité, et c'est pas valorisé. Et comme tu dis, les mentalités changent, mais c'est super que tu en parles et que tu le valorises, parce que c'est un vrai problème dans le sport et même dans le sport amateur. Dans le sport amateur, c'est dingue. Non, mais dans le sport amateur, c'est même pire, je pense, dans le sport amateur. C'est même pire, surtout quand t'as pas de coach, tu vois. Oui. Ouais. Mais même avec certains coachs, mais alors toutes les personnes, même en club, tu vois, qui en font des tonnes et des tonnes. C'est ça. En fait, il faut l'entraînement aujourd'hui, et surtout la performance, c'est de l'intelligence avant tout. Et c'est de l'individualisation. Moi, j'ai la chance d'être toujours avec des coachs qui ont individualisé ma pratique. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans. En termes de grosses blessures, j'en ai eu une qui n'était même pas due à l'haltéro. C'est une hernie inguinale qui est sortie, et j'ai eu une petite opération. Ça a été bénin et ça a été pris en charge. La rééducation s'est très bien passée. Et alors que au vu de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, j'aurais pu me blesser, mais gravement, mais 1000 fois. En fait. Tellement. Mais c'est que j'ai toujours été prise en charge par des gens compétents sur le plan sportif, et qui ont veillé aussi à la durée, en fait. C'est-à-dire que, quand à la gym, ça a été moi qui ai mis un stop, parce que je savais que mon corps n'était plus en mesure de produire quelque chose. Mais au niveau de l'haltéro, déjà, je commence une discipline où je suis un peu plus âgée, où j'ai un corps qui est un peu plus mature, avec une connaissance de mon corps plus développée. Donc, je sais de quoi j'ai besoin. Et actuellement, on travaille beaucoup sur ma frustration de ne pas m'entraîner, justement, pour davantage prioriser mon temps d'entraînement, pour que lorsque je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement. C'est plus productif. C'est ça. Ouais. Alors qu'avant, je sais que en fait, l'entraînement faisait partie intégrante de ma vie. Je passais 6 heures à la salle quand j'étais gymnaste. Quand on passe 6 heures à la salle, après, on a le temps pour pas faire grand-chose à côté, en fait.
et tout tourne autour de l'entraînement. Sauf que quand l'entraînement ne va plus, en fait, il y a tout qui dégringole en même temps. Alors l'identité, les loisirs, les copains. Exactement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'essaye d'alterner, même si pour beaucoup, je m'entraînerai. Il y a beaucoup qui disent, Flavie, elle s'entraîne beaucoup. Oui, je m'entraîne quand même beaucoup. Je reste une sportive de haut niveau, donc voilà. Mais j'arrive aujourd'hui à manager ce temps-là. Et si je m'entraîne 10 fois dans la semaine, c'est 10 fois. Des fois, ça sera que 4 parce que mon emploi du temps professionnel ne me le permet pas. Et des fois, ça sera peut-être 12 fois parce que j'ai une semaine de vacances et on va optimiser entre l'entraînement. Et puis après, il y a toute la partie soins derrière qu'il faut prendre en considération, récup et tout. Donc ça demande une organisation assez rigide, mais j'aime dire que c'est aussi flexible pour être au plus proche finalement des besoins de l'athlète. C'est top. Et c'est ce qui fait que tu entretiens, je suppose, tu me dis si je me trompe, mais un rapport beaucoup plus apaisé à ton activité physique et à ta performance aussi, parce que tu sais dire stop. Tu sais dire que là, ok, c'est plaisir, là, ok, je me dépasse parce que je sens que je peux, mais là, c'est pas ok et j'ai besoin de couper, j'ai besoin de me reposer et puis j'ai aussi besoin d'avoir autre chose en dehors de mon sport et c'est ce qui fait aussi que si jamais bien sûr qu'on ne souhaite ça à personne et encore moins à toi, si jamais du jour au lendemain tu dois arrêter le sport de haut niveau pour n'importe quelle raison que ce soit, même que tu décides toi-même d'arrêter parce que la vie te mène ailleurs, on n'en sait rien, t'as pas ce rapport toxique qui fait que tu es empêché dans ton parcours pro ou perso de faire ce qui est bon pour toi. Ouais, et ça c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je mets toujours plus d'énergie dans mon sport parce que je sais que c'est ce qui m'anime aujourd'hui et j'aime vraiment ça. Mais je suis tout aussi impliquée dans mon travail professionnel. Et aujourd'hui, être sportive de haut niveau à plein temps, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait, parce que j'aime utiliser ma tête aussi. Alors, je peux l'utiliser évidemment dans ma pratique, mais j'aime aussi avoir une autre posture dans ma journée d'une femme qui travaille, qui a des missions, et ça pour moi c'est important pour mon équilibre. Et ça aussi, il y en a beaucoup, on entend on peut pas réussir si on a un travail à côté. Ça c'est pas vrai. Si évidemment il faut un environnement qui permet, donc il faut les patrons qui acceptent que par moment, moi avant mes championnats de France, j'étais un petit peu moins lucide au travail. Je prenais énormément sur moi parce que je sentais que j'étais un peu stressée. Mais bon, en tout cas, je faisais ce qu'il faut pour pas trop le laisser paraître. Mais voilà, pour moi, c'est important d'avoir un travail avec des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du sport. Alors, quand je travaillais à Transfert, c'était encore une autre vision du travail, mais j'avais pas que du sport finalement, parce que j'avais d'autres enjeux aussi avec Transfert. Et là, dans mon activité actuelle, c'est pareil. Hein, je travaille avec des enjeux et pour le coup, ma détermination que j'ai nourrie et cultivée dans le sport m'aide aussi dans mon travail. Et les gens, lorsqu'ils vont voir mon LinkedIn ou lorsqu'ils tapent Flavie sur Internet, ils disent « Ah ouais, en fait, en fait, des fois, il y en a qui me disent « Mais en fait, vous faites quoi dans la vie ? Vous faites du sport, vous travaillez ?» En fait, je fais les deux et je suis heureuse comme ça parce que certes, mes collègues me disent à chaque fois « Mais en fait, Flavie, t'as un rythme de vie qui s'arrête jamais. » C'est vrai que par moments, j'ai des très grosses journées. Mais encore une fois, j'arrive à investir autant de récupération mentale et physique que du temps que j'investis physiquement et mentalement. Parce que le travail, pour moi, c'est pas très physique, c'est un travail sédentaire. Mais j'utilise énormément ma tête. Et pour le coup, voilà, j'ai trouvé un équilibre entre les deux. Et
est-ce que là, mon objectif, ça serait de faire un championnat d'Europe senior? Est-ce que j'aurai le même discours à ce moment-là? Évidemment que ça va me demander un aménagement sur mon temps de travail, ce qui est normal parce que je vais devoir optimiser d'autres choses. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout cas, j'arrive à jongler d'une belle façon entre tout, quoi. Ok. Merci franchement pour Cool. pour ce magnifique témoignage, pour ce message vraiment authentique et sincère. Tu nous as donné vraiment beaucoup. Je suis ravie. Ouais. Est-ce que je pense qu'on va clôturer l'épisode, parce que du coup, ça nous fait une bien belle conversation. J'aurais 2 questions pour finir. Ce serait, est-ce que tu aurais une petite recommandation? Tu nous as parlé de tes premières règles, c'était la question historique, mais du coup, comme tu as un peu mentionné, on va pas la poser pour cette fois-là. J'aurais aimé savoir si tu avais un livre, un podcast ou quelque chose, des ressources en lien avec l'épisode qui te paraît important à partager. Alors, t'as le droit de citer ton Instagram. Alors, faut aller sur Trust Your Body, Yor avec 2 R, s'il vous plaît. Ok. Ça marche. Alors, c'est pas je vous avoue, c'est pas un Instagram qui est très vivant, mais pour le coup, on est avec Justine, on est très réactive par message et on est très à l'écoute si jamais il y a des besoins, parce qu'on sait que des fois, il y a des gens qui nous écrivent sur des coups de tête parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide et c'est un appel à l'aide. Et moi, je trouve toujours le moment pour essayer de répondre à cet appel à l'aide. Ok. Après. Et on préfère la qualité à la quantité. Tout à fait. L'algorithme des réseaux sociaux, c'est très compliqué quand même. Hein. Oui. Et honnêtement, c'est pas que je m'en fiche, mais Instagram aujourd'hui pour moi n'est pas une source de publicité, c'est plus si on me cherche, on me trouve dessus, mais en tapant Flavitesse, vous ne trouverez même pas d'ailleurs. Il faut vraiment taper ce nom-là. Trust Your Body. Ok. C'est ça. Alors un nom de livre, ça serait, je réfléchis. Un livre... Mais même un livre qui t'a aidé, qui a changé ta vie, parce que tu disais que ça t'avait... C'est La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Ok. C'est un livre qui parle justement de la joie et justement de l'intérêt d'être joyeux dans la vie. Mais que la joie, c'est pas juste sourire à la vie, c'est tout un état qui se construit, qui se cultive. Donc il y a ce livre-là. Il y a les 4 accords Toltec qui m'ont énormément... Un beau classique. Un bon classique, mais un bon classique qui aide. Et qui peut se relire plusieurs fois, parce que je trouve que chaque lecture t'apporte autre chose. Après, qu'est-ce qu'il est mal traduit en français, on est tous d'accord. Mais après, quand même, il y a des choses... Alors, j'ai plus le nom, mais je pourrais te l'envoyer pour que tu le mettes en barre carrément. D'infos, là. C'est un livre qui parle justement de l'amour, de la relation de couple et avec le HPI. Ok. Parce que on n'a pas énormément parlé, mais moi, le HPI m'a énormément questionné dans ma vie, notamment à la relation avec les autres. Ok. Et avec les garçons, parce que quand on a un cerveau qui ne s'arrête jamais de penser, et que tout devient une question et que l'estime est énormément remise en question. En gros, c'est une psychologue qui parle de la compatibilité amoureuse avec les hommes ou les femmes. Le haut potentiel. Voilà, les hauts potentiels. Et les besoins qu'on a. En tout cas, c'est un chouette livre qui m'a beaucoup fait pleurer d'ailleurs, parce que je me suis dit, déjà, je suis pas toute seule. Et en fait, autant que peut-être que des personnes vont se reconnaître dans mes TCA, moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce livre et ça m'a permis d'avoir un message d'espoir aussi sur les relations humaines, en tout cas. Donc, il y a celui-ci. Après, il y a, au niveau sportif, quand j'ai un petit coup de blues, je regarde toujours la course de Floria Gay. Des championnats d'Europe, moi, où elle gagne. Est-ce que tu as reconnu qu'il y a un extrait sonore dans notre générique? C'est la fin de la course de Floria. Oui, elle va y aller, c'est ça. Et moi, déjà, la voix de Montel m'a bercé toute mon enfance. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui, lorsque j'ai un petit coup de down, je la regarde et je me dis, allez, Flavie,
t'as vu ce qu'elle a fait. Alors certes, c'est pas la même discipline, c'est une fille que je connais pas, je l'ai jamais vue, mais en tout cas, voilà, elle est très très inspirante. Donc voilà, en tout cas, c'est des petites ressources que j'ai qui m'aident à quand j'ai un petit coup de blues, qui m'ont aidé dans ma vie, quoi. Bon bah super. Et du coup, pour te contacter, est-ce qu'on peut passer par LinkedIn, peut-être ton mail, comment? Ouais, par LinkedIn, par le Instagram, par mail aussi. Mon nom et mon prénom et mon nom avec @gmail.com. Ok. Donc ouais, pour parler des TCA et tout. Il n'y a pas de souci. Je reste disponible et d'une oreille bienveillante, comme j'aime bien dire. Voilà. Bah, merci Flavie, c'est top. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous, surtout pour cet espace d'échange qui est bienveillant et où on se sent très bien, libre. C'est super, parce qu'il faut savoir que j'étais pas du tout au courant des questions que j'allais avoir, donc rien n'est préparé, tout est au feeling. Et c'était un réel plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec vous. Bah écoute, vas-y, c'est ce qu'on souhaite, hein. Bah non, je pense. Ouais. Donc ravie que t'aies ressenti la liberté de t'exprimer et voilà, c'était un réel plaisir partagé. Ouais. Un jour, on a brainstormé avec Barbara sur ce qu'on voulait un petit peu donner comme tonalité au podcast et on s'était dit qu'on voulait que ce soit un petit salon accueillant. C'est ça. Avec du thé chaud, avec vraiment on est bien, on est sous les plaids et on peut parler tranquillement et quelque chose de très réconfortant. Entre copines avec les petits chocolats, les petits gâteaux. On peut même mettre des guimauves dessus, tu sais, les bonnes petites chamallows. Voilà, c'est cette vibe-là qu'on voulait. En tout cas, c'est ce qu'on y retrouve. Bon, bah, tant mieux. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Et puis, écoute, à bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!